Pour célébrer son 66e anniversaire d'indépendance, le Gabon a mis le petit plat dans les grands. Après une transition réussie et un retour à l'ordre constitutionnel, le Gabon a voulu donner à l'Afrique et au monde l'image d'un pays en reconstruction et qui renforce en même temps ses relations bilatérales et multilatérales. En présence des 4 chefs d'État venus de Gambie, de Sao Tomé, de Guinée-Bissau et de la République démocratique du Congo, le président Brice Oligui Nguema a d'abord inauguré le monument de la Concorde dédié à Georges Damasalika, le compositeur de l'hymne national gabonais. Ce site mémoriel, situé au front de mer, est un symbole de reconnaissance de tous ceux qui ont rendu des loyaux services au Gabon. La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance nationale a été marquée par un défilé grandiose des unités des forces armées gabonaises. Dans la première partie pédestre, les corps habillés ont démontré avec fierté le sentiment de servir leur pays. Au total, 2700 hommes des troupes ont été engagés dans cet exercice de fierté nationale. Le défilé motorisé a été une véritable démonstration des forces. Il a symbolisé la splendeur des moyens logistiques des forces de défense et de sécurité du Gabon. En associant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ces festivités, le président Brice Oligui Nguema a lancé un message clair: quand 2 dirigeants se parlent directement, leur peuple gagne. Le Gabon et la République démocratique du Congo sont déterminés à être les moteurs de l'intégration en Afrique centrale. Les populations doivent rentrer chez elles, les travaux champêtres doivent reprendre des plus belles, la pacification et la restauration de l'autorité de l'État dans les espaces jadis occupés par les Mombondo dans le triangle Grand Bandundu, Congo central, Kinshasa était au cœur du briefing presse co-animé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, et le ministre délégué en charge des anciens combattants Eliezer Tamboué. Le point avec Jacques Aboba. Le phénomène Mobondo, matérialisé par un conflit entre les Teke et les Yaka, est à ce jour en train d'être complètement éradiqué. Assurance donnée par le ministre délégué près le ministre de la Défense nationale, chargé des anciens combattants, Eliezer Tamboué au cours du briefing presse, co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Tamboué. Cet échange avec la presse a eu pour thème central pacification et restauration de l'autorité de l'État dans les espaces jadis occupés par les Mobondo dans le triangle Grand Bandundu, Congo central, Kinshasa. Selon Eliezer Tamboué, à ce jour, 72 villages ont été pacifiés et plusieurs armes récupérées. La mission que j'ai reçue du commandant suprême, c'est d'aller sensibiliser nos compatriotes qui étaient en brousse, de déposer les armes, de sortir. C'est l'exercice auquel je me suis soumis. On a effectué plusieurs missions. La première mission, nous sommes partis de Kinshasa, on a pris Mongata, nous sommes arrivés à Massambio. Massambio, nous sommes allés à Ibi, jusqu'à Betani et Tumbanangwaka. Lors de cette mission, nous avons sorti plusieurs leaders Mobondo. Et aujourd'hui, la RN1 est fréquentable aujourd'hui, sans crainte. La RN17 est fréquentable aujourd'hui sans crainte. Le ministre délégué près le ministre de la Défense nationale chargé des anciens combattants a cependant reconnu que les efforts restent à fournir afin d'anéantir quelques poches de résistance qui demeurent encore effectives dans ces coins. Eliezer Tamboué a saisi cette opportunité pour revenir sur les efforts déployés par les gouvernements souminois sous la vision du grand de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour améliorer les conditions de vie des anciens combattants. Dans un autre registre, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a répondu à une question d'actualité en rapport avec les dialogues. L'objectif principal là, de ces dialogues, c'est de faire un front intérieur pour que tous les Congolais, ensemble, nous puissions nous organiser pour sortir de notre territoire l'ennemi et de régler nos problèmes entre nous. Et je crois que tous les Congolais qui sont patriotiquement congolais ne peuvent que répondre à l'appel du président de la République. Comme je l'ai dit souvent, vous pouvez tout nous reprocher, mais vous ne pouvez pas nous reprocher notre fermeté, notre volonté et notre refus d'une quelconque forme de compromission avec ceux qui tuent le Congolais, avec ceux qui pillent nos ressources.
L'objectif des différents processus de dialogue auxquels participe la RDC est notamment de parvenir à une mobilisation nationale en vue de faire face aux menaces sécuritaires auxquelles la RDC est confrontée. Les officiers du ministère public sont invités à traquer les délinquants sur le cyberespace. La suite du journal, c'est avec Diane Balaka. Il faut faire attention aux publications sur l'actuel. La liberté d'expression rime désormais avec responsabilité. La police judiciaire lance une traque contre les faux bruits et les infractions au code numérique sur instruction du procureur général Firmin Vondé. La surveillance des réseaux se renforce. Yvette Mankoutima et Tonton Makelele. Les réseaux sociaux entrent dans les viseurs de la police judiciaire. Sur instruction du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, les auteurs des faux bruits et les contenus considérés comme des infractions au code du numérique sont désormais dans les collimateurs des enquêteurs. Trop, c'est trop. Et je ne lésinerai pas sur des mesures d'ordre disciplinaire au cas où je venais à constater une complicité, une légèreté ou un laisser-aller. Je voudrais attirer toute votre attention pour que vous preniez à cœur. Ici, l'attention est attirée sur les faits infractionnels au code du numérique. N'attendez pas qu'il y ait une plainte. Et c'est cela, répondre à la mission légale qui vous est dévolue, de rechercher. Donc, vous vous saisirez d'office de ces infractions et, au besoin et dans la mesure du possible, vous transmettrez vos procès-verbaux au ministère public pour des tenues des audiences en flagrance. Nous allons ainsi travailler dans une synergie parce que la dérive est presque totale. La consigne est claire, les services compétents sont appelés à se saisir d'office des infractions avec des instructions déjà répercutées auprès des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des parquets inférieurs. TikTokers et autres utilisateurs des réseaux sociaux sont donc prévenus. La police judiciaire annonce une surveillance renforcée pour faire respecter les codes du numérique en République démocratique du Congo. Et dans le secteur des hydrocarbures, la question de la stabilisation des prix reste un défi majeur. Le comité de suivi des prix des produits pétroliers, CSPPP, a certifié plus de 146 millions de dollars de pertes et manque à gagner au deuxième trimestre 2026. Un constat fait à l'issue de 2 jours de travaux avec toutes les sociétés pétrolières et les ministères concernés. Rodipanda pour les reportages. 4 zones d'approvisionnement du pays, à savoir les zones ouest, sud, est et nord, sont concernées pour cette session de validation de montants qui s'élèvent à 146 773 912,42 dollars américains au titre de pertes et manques à gagner PMAG pour l'ensemble du territoire national. Ces résultats interviennent dans un contexte international particulièrement difficile avec une forte hausse des prix des produits pétroliers à la suite de la crise dans le Golfe Persique. Face à cette situation, le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'économie nationale, a maintenu le cap de la stabilité en faisant le choix de préserver les prix à la pompe afin de protéger le pouvoir d'achat de la population et de limiter l'impact de cette flambée sur l'économie nationale, alors que les cours internationaux ont progressé en moyenne 63% pour l'essence, 82% pour les gasoil et 88% pour les jets A1 kérosène. Le président du comité professionnel des pétroliers nationaux, CPPN, Joseph Makondo Maboko, s'est félicité du bon déroulement des travaux. Le VPM à l'économie nationale a pris en charge les pétroliers en leur accordant des avances par rapport au paiement des pertes et manques à gagner. C'est ce qui a permis que nous puissions tourner et fonctionner dans de bonnes conditions. N'eût été cela, on aurait observé des très grosses pertes et manques à gagner. Cet accompagnement financier de l'État a permis aux opérateurs du secteur de poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions et de préserver la stabilité de la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers. Les représentants des principales sociétés pétrolières et structures du secteur, aussi la FEC, le ministère du portefeuille et autres institutions y ont participé. En Ituri, la prévention reste la meilleure arme contre Ebola. Le PDDRCS et ses partenaires ont sensibilisé près de 2000 personnes sur les mesures de prévention contre Ebola. Une campagne de proximité pour protéger les communautés. Peggy Mukunda.
Au total, 97 acteurs locaux, dont 45 leaders et influenceurs communautaires, ainsi que 52 ex-combattants, viennent d'être outillés sur les messages de prévention contre la maladie Ebola dans plusieurs axes du territoire de Djougou en Ituri. Ces acteurs sont préparés comme relais communautaires pour sensibiliser les populations, lutter contre le rumeur et favoriser les dialogues autour de mesures sanitaires. La sensibilisation s'est déroulée notamment dans les marchés, églises et parkings des taximens avec l'appui des 4 émissions radiophoniques et la distribution de supports illustrés. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement communautaire et à la mobilisation des bénéficiaires du PDDRCS, mise en œuvre par l'ONG HPD en collaboration avec RAD Asbel, avec l'appui financier de la section DDRS de la MONUSCO. Les projets associés également le PDDRCS et les équipes de la communication des risques et engagement communautaire CEREC. À Tchomia, l'implication des ex-combattants a permis de répondre aux préoccupations des familles confrontées aux mesures sanitaires liées au décès suspect, en expliquant l'importance des précautions visant à prévenir la contamination. Face à la propagation d'Ebola dans les territoires de Wamba, le gouverneur Jean-Baptiste Komito a dépêché une mission mixte de riposte, une stratégie pour contenir l'épidémie et protéger les populations. C'est le ministre provincial en charge des Finances, Jacques Anzatepe Danga, représentant personnel du gouverneur Jean-Baptiste Komito Gambou et qui était entouré de son collègue de la communication et ministre provincial intérimaire de la Santé, Emmanuel Arama Odingo Kiro, qui a procédé à la décharge de ses 2 premiers malades guéris de la maladie à virus Ebola à l'hôpital général de référence de Wamba en présence de l'incident manager à la coordination nationale de la riposte contre Ebola, Dr Prof Yves Aouka. Le fait qu'aujourd'hui nous avons le vainqueur, c'est pour dire que cette maladie peut guérir lorsqu'on sait se présenter en temps. Ceux qui sont aujourd'hui guéris, nous devons les considérer comme on les considérait avant. Et à la fin, nous allons dire merci au gouverneur de province, lui qui se préoccupe de cette maladie depuis le début. Les malades guéris et déchargés d'Ebola qui en plus ont bénéficié d'une enveloppe et d'un kit de réinsertion constitué de matelas, seaux et draps, leur remis par le gouvernement provincial que dirige l'honorable Jean-Baptiste Komito Gambou, ont exprimé leur joie en ces termes. Soulignons que ces 2 nouvelles guérisons s'ajoutent aux 4 autres guéris enregistrés à Isiro, faisant un cumul de 6 guéris, constituant ainsi une lueur d'espoir dans la lutte contre Ebola dans le Haut-Tuélé. À noter également que cet hôpital général de référence de Wamba a bénéficié d'un important appui du gouvernement provincial en termes de nouveaux bâtiments et d'équipements faisant accroître sa capacité d'accueil et améliorant les conditions de prise en charge des malades au grand bonheur de la population bénéficiaire. Dans le Haut-Katanga, l'accès aux services sociaux de base et aux cours de priorité provinciale, le gouvernement provincial lance la construction d'écoles et de centres de santé dans les secteurs de Luapula. Le gouverneur Martin Kazembe a donné le coup d'envoi des travaux dans le territoire de Kasenga. Tony Moutung. Le numéro 1 de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, emprunte la voie fluviale pour son itinérance. Il s'arrête un moment sur le lac Mouero pour motiver les éléments des FRDC commis à la sécurisation de la frontière entre la RDC et la Zambie. Pendant ce temps, il est impatiemment attendu au village Kaloa. La population est tellement mobilisée comme un seul homme pour lui réserver un accueil à la dimension de son rang. Bientôt, nous serons appelés à nous prononcer sur la réforme constitutionnelle. Nous sommes là pour vous accompagner afin que la révision de certains articles puisse contribuer au développement de notre pays. L'autorité provinciale va ensuite procéder à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de santé et de logement pour le personnel soignant. Après Kaloa, le numéro 1 de la province du Haut-Katanga est obligé de se rendre à Mouzabouela. Il en profite pour remercier tous ceux qu'il avait élus et qui avaient porté l'air dévolu sur le président de la République. Il va par la suite procéder à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de santé. À quelques kilomètres de là se trouve le village Kawama.
Le gouverneur annonce ici la construction d'un centre de santé et d'une école. Bien qu'il soit tard, l'infatigable gouverneur Martin Kazembe Choula procède à la pose de la première pierre, marquant le démarrage des travaux. Auparavant, il avait invité la population à la persévérance, l'unité et surtout à soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour que la paix soit restaurée partout en République démocratique du Congo. En Ituri, la solidarité s'organise pour les plus vulnérables. La fondation Temo de la première ministre Judith Suminwa Tuluka a distribué vivres et kits à des orphelinats, des structures submergées par l'arrivée d'enfants déplacés. Les débuts d'une vaste campagne d'assistance humanitaire. Junior Selemani. La fondation Temo de la première ministre Judith Suminwa a fait don de vivres et de produits non alimentaires à 3 orphelinats de la ville, Saint-Kizito, La Compassion et Saint-Nicolas. Ces lots comprennent notamment du riz, de l'huile, du sucre, du lait ainsi que du gel hydroalcoolique pour prévenir la maladie à virus Ebola. Selon Alain Zangoura, président de la fondation, ce geste concrétise la volonté de la chef du gouvernement d'exécuter des actions de proximité à l'écoute des besoins de la population iturienne. Lors de son passage en Ituri, présidente de la fondation, qui est la première ministre, Madame Suminwa Tuluka, a exprimé sa volonté de contribuer activement à travers la fondation Temo à l'amélioration des conditions de vie et de bien-être de la population iturienne. C'est dans le cadre social que la fondation Temo s'est dit de venir offrir aux 3 orphelinats dans la ville de Bunia, à l'occurrence l'orphelinat Saint-Kizito, Saint-Nicolas et La Compassion, qui sont représentés ici. Alors, parmi les articles que la fondation Temo a donnés, nous avons 75 sacs de riz, farine de maïs, 75 sacs aussi. Nous avons 50 d'huile végétale, nous avons 50 sacs de sucre, nous avons 350 cartons désinfectants, nous avons 35 sacs du lait, nous avons 100 pièces de matelas, nous avons 150 seaux en plastique, nous avons 150 cartons de savon liquide, nous avons 5 sacs à cheneux, usage personnel. Un soulagement pour les responsables de ces centres d'accueil débordés par l'afflux d'enfants déplacés qui ont tenu à saluer cet appui direct. Et voilà, nous avons vu les dons que Madame la Première ministre nous a donnés. Vraiment, nous sommes ravis de joie. Présente lors de la remise, la conseillère du gouverneur en charge des affaires sociales, Jeanne Alacha, a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial sous état de siège à soutenir les plus démunis tout en lançant un nouvel appel aux groupes armés pour qu'ils déposent les armes. Le message est clair. Il faut qu'on arrête de tuer les gens. Pourquoi est-ce qu'on fait des guerres pendant des années pour ne rien gagner, pour faire déplacer les gens, pour créer des orphelins, des veuves? Qu'est-ce qu'on nous on gagne là-dedans? Signalons que la fondation Temo promet de poursuivre la distribution de ces aides humanitaires dans d'autres zones vulnérables de la province de l'Ituri. À l'approche de la rentrée scolaire dans le Lualaba au secteur de Luilou, plusieurs initiatives voient le jour pour soulager les familles. Vendredi dernier, Betty Kiaindou a distribué des kits scolaires complets aux écoliers de Kawama et Kisenda, un geste pour soutenir les parents et la gratuité de l'enseignement de base. Soucieuse de l'avenir des fils et fils de son entité, Betty Kiaindou Katoke a initié la campagne de distribution des kits scolaires dans le 4 groupements du secteur des Luilou. Pour cette semaine, les écoliers de Kawama et Kinsenda étaient les bénéficiaires. Pour Betty Kiaindou Katoke qui soutient par cette action l'initiative du chef de l'État de la gratuité de l'enseignement des bases, les crayons, les stylos, les cahiers et les sacs offerts aux enfants ne modifient pas seulement leur destinée, mais ils transforment l'avenir de toutes leurs contrées. Les parents des enfants bénéficiaires louent l'action salvatrice des Betty Kiaindou Katoke. Présents dans la suite de la chef des secteurs, les vénérables chefs des terres Chikala et le grand chef Mouanfoué saluent ce geste qui vient alléger la charge financière aux parents. Cette action des Betty Kiaindou Katoke qui marche dans les lignes droites des Fifi Masuka Saini, la gratuité de l'enseignement des bases est assurée. Les écoliers n'attendent que la reprise des cours le 7 septembre prochain. L'autosuffisance alimentaire devient une priorité du gouvernement provincial. Au Kasaï central, le gouverneur Joseph Kamboulou mise sur l'agriculture. Il a supervisé sur 300 hectares le programme de multiplication des semences de qualité. Objectif, lutter contre l'insécurité alimentaire. Regardons.
Les agriculteurs du Kasaï central vont désormais avoir accès aux semences de qualité et adaptées aux réalités locales. Les activités d'un champ de 300 hectares destinées uniquement à cette fin ont été lancées vendredi 14 août 2026 au village Chamatemou en présence du gouverneur de province Joseph Moïse Kambouloukonko et de la notabilité coutumière. Portée par la ferme Latemba, l'initiative vise à disponibiliser en quantité suffisante les semences de base de maïs, soja, haricots et mukuna en vue de mettre fin à la sécurité alimentaire, souligne l'ambassadeur François Baloumouene, promoteur. Depuis 2006, nous avons cru que nous pouvons transformer cette terre et devenir des richesses pour tous ceux qui l'entourent. Joseph Moïse Kambouloukonko, chef de l'exécutif provincial, a rassuré de son accompagnement jusqu'à la production des résultats attendus. Notre province, le Kasaï central, a depuis 2 ans pris la trajectoire de son développement. C'est ici l'occasion de remercier très sincèrement Son Excellence Baloumouene, qui, à la différence de beaucoup d'autres, a pris l'initiative ô combien heureuse de penser à cette population du Kasaï central. Appuyé par les fonds de régulation économique FOREC, une institution stratégique de surveillance, ce vaste programme s'ajoute aux contributions similaires mises en œuvre par le gouvernement provincial à travers les fermes de Salouchimba et Pagna Centre. Dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, la jeunesse est appelée à jouer son rôle pour l'unité nationale. Vision Fati rénovée a mobilisé ses militants autour de messages forts, l'éveil patriotique et la défense de la patrie. Images et commentaires. Dans une ambiance caractéristique d'une extrême gravité, les cadres des bases du parti politique Vision Fati Rénové, issus de toutes les communes de Lubumbashi, se sont réunis ce dimanche coiffés d'un bandeau rouge sur lequel surmontait fièrement le drapeau de la République démocratique du Congo. L'heure n'est plus aux tergiversations, la patrie est en danger. Face à l'agression de la RDC, le président national de la VFR a tenu à rassembler les cadres des bases de son parti pour transmettre un message sans équivoque. Soutien indéfectible aux forces armées de la RDC et à leur commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette guerre imposée par les ennemis de la République. Quant à ces supplétifs de l'AFC et du M23 qu'il qualifie de traîtres à la nation, le président de la VFR a lancé un appel vibrant à la jeunesse congolaise, l'exhortant à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre et protéger la patrie en danger. Aux populations de Goma éprouvées par les affres de la guerre, il a adressé un message d'espoir, les assurant de la solidarité de tous les patriotes unis derrière les FARDC pour chasser les ennemis de la RDC hors du territoire national. La coalition citoyenne pour la nation poursuit ses consultations. Une délégation a été reçue par l'évêque Ejibayama Bia, chef de l'église de Réveil. Au menu, la lecture des enjeux politiques actuels. Regardons. Nous sommes une composante de la coalition citoyenne pour la nation dans sa branche société civile laïque. Nous sommes venus rencontrer l'archevêque Évariste, qui est notre responsable, pour lui transmettre notre compréhension de l'enjeu de l'ère sur la question du dialogue national inclusif, sur la question de la réforme constitutionnelle, et nous pensons qu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut jamais franchir. Il doit en tenir compte dans les discussions qu'il peut avoir dans tous les milieux, et c'est là notre message. S'agissant du dialogue, nous sommes d'accord pour le dialogue. Nous pensons que c'est une vertu qu'il faut cultiver dans notre société, mais pas à n'importe quel prix. Les dialogues de brassage, les dialogues de mixage, nous ne voulons même pas nous asseoir avec ces hommes et ces femmes qui avaient cette possibilité de dialogue, qui ne l'ont pas utilisée, et qui ont préféré prendre les armes. Nous pensons que c'est au niveau de la justice que cette question devra d'abord être réglée avant de nous revenir à la table. Donc, nous ne sommes pas prêts à participer à un dialogue avec tous ces hommes et ces femmes qui ont tué des Congolais, alors qu'il y avait la possibilité de trouver la solution sans armes. Nous sommes engagés à continuer à réclamer cette loi qui doit nous donner un instrument juridique, qui doit nous donner le moyen de nous exprimer. Donc, la réforme constitutionnelle, nous pensons que la parole
Et le dernier mot d'ailleurs doit revenir au peuple. La culture devient un pont entre les deux rives du fleuve Congo. La ministre de la Culture, Yolande Lébé, a mené des échanges avec les autorités congolaises au cœur des discussions, la diplomatie culturelle et la volonté de relancer la coopération entre Kinshasa et Brazzaville. Le séjour de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Lébé Mandembo Yolande, axé sur la diplomatie culturelle, a commencé par un entretien en tête-à-tête avec son homologue Jean-Claude Gakoso. Un moment d'échange restreint qui a permis de balayer les enjeux prioritaires et réaffirmer la volonté commune de redynamiser la coopération bilatérale. Ensuite, c'était le tour du professeur Théophile Obenga, ancien directeur général du Centre international des civilisations Bantou Sisiba, de conférer avec la patronne de la culture congolaise. Au cœur des discussions, la relance du dit institut, la remobilisation des États membres et le renforcement de son positionnement pour la valorisation des civilisations bantoues. Dans cette même dynamique, la ministre de la Culture congolaise a bouclé son agenda avec les députés maires de Brazzaville, Dieudonné Bantimba, pour poser les jalons du grand projet Brazzaville-Kinshasa, capitale africaine de la culture 2026-2027. Un programme qui prévoit plusieurs rendez-vous entre les deux capitales les plus rapprochées du monde. Une mission qui traduit la volonté fermement affirmée de la RDC de faire de la culture un levier majeur d'intégration et de rayonnement régional. Je passe les relais à Edith Chala pour la suite de l'information. Merci Diane. Nous allons terminer ce journal par la religion 1926-2006. Cela fait exactement 100 ans que la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Mouilambongo à Idiofa existe. Et à l'occasion, une messe d'action de grâce a été célébrée. Appelé à servir Dieu toute sa vie, l'abbé de Gaulle Atouf a célébré ce jour à Moukala natal sa messe des prémices dans la paroisse Notre-Dame Consolatrice, pleine comme un œuf devant des milliers de fidèles catholiques ainsi que de plusieurs invités de marque, notamment le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, l'honorable Compel, l'administrateur d'Idiofa, Kintolo Kinkir et bien d'autres anonymes. Dans son homélie tirée de l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, versets 24 à 26, l'abbé de Gaulle Atouf a prêché l'unité comme pièce maîtresse de la réussite de toute œuvre, permettant ainsi à résoudre tout problème, quelle que soit la dimension. Nous l'avons annoncé au début de la messe. Ainsi, du premier lecture à l'évangile, l'idée reste unique. Nous devons être ceux qui réunissent les autres. Nous devons ainsi vivre l'unité. Dans son adresse de clôture, bien avant la dernière bénédiction, de Gaulle Atouf a remercié toutes les personnes ayant contribué à la réussite de ces grands événements. Notons que cette messe des prémices a été concélébrée par les abbés Béni Mourankoul, Moussé Priva, Eli Mido, Samuel Moansiem, Eric Mazimi, Fabrice Kandolo et Armel Izinga. L'espace étoile Montréal de Moukala. J'ai annoncé la messe du centenaire de la paroisse Sainte-Thérèse à Idiofa. Vous avez plutôt eu droit à la messe de prémisse de l'abbé de Gaulle Atouf. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs.